Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de The Playoff, le podcast 100% football américain de The Playoff. On est aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. C'est le week-end, nous sommes samedi au moment de la publication de ce podcast, et on vous avait promis il y a quelques semaines une interview avec John McKeon, qui malheureusement n'avait pas pu se faire en direct pour des raisons d'emploi du temps, mais nous tenons toujours nos promesses chez The Playoff. Donc nous avons ramené John McKeon pour un épisode spécial pour reparler de la saison 2025 des Mousquetaires, parler aussi de la saison 2026 qui s'annonce, parler un petit peu aussi de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis la fin de la saison en ELF. Pour être avec moi pour interviewer John, mon cher Jus, Spring Football News. Salut Jus, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va bien, content d'être là pour un petit épisode spécial. Mon Waïk, notre traducteur, le Nelson Montfort, venu des Antilles. Salut mon, salut mon Nelson, non salut mon Waïk, comment ça va? Ça va, très fatigué de la semaine, mais ça va. Et bah oui, parce qu'il a un boulot harassant, rappelons-le, notre cher Waïk. C'est surtout qu'avec la reprise de la NFL, là, les nuits sont courtes. C'est surtout ça. Et mon Steph, qui était avec nous pour le podcast NFL que vous pourrez écouter, et qui est là aussi pour le LF. Salut mon Steph, comment ça va? Salut à tous, ça va bien, merci. Et donc avec nous, monsieur John McKeon. Hi John. Bonjour, bonsoir. En français. Bon, on y va en français. On fait tout le podcast en français. Allez, hop, c'est parti. Moi, ça me va très bien. Il n'y a pas de souci. Et je rappelle, mon cher Wake, qu'on doit faire un podcast en allemand un de ces jours. Ouais, c'est ça, ouais. Un jour ou l'autre, on va faire un podcast en allemand. Alors, la première question pour John, on va parler un petit peu de la saison 2025 des Mousquetaires. On va commencer par là. Et la première question, elle est évidente, c'est quel regard il porte, quel avis il a sur cette saison 2025. How do you rate the season, 2025 season of the Paris Musketeers? Let's see, what was our winning percentage? We were 7-5, so I would say we're, what would that be? What percentage is that? 6 out of 10. We had some great wins. We had a great team, but obviously we left some games left on the field. And but I mean, I think we showed a lot of promise. I mean, we had a tough schedule. We played the best of the best. We took a lot of the best teams right down to the last second. I think all of our coaches and players know how good of a team we had and how good we could have been. And just, that's the great thing about football. There's just, it's a very thin line between wins and losses. So we're excited to learn from, our mistakes and come back even stronger next year. Donc, Paris qui a fini avec 7 victoires et 5 défaites, pour lui, c'est un 6, il le mettrait un 6 sur 10, parce que, on sait que tout le monde sait très bien qu'on avait une très bonne équipe à Paris, le coaching staff le sait très bien aussi, on avait une équipe très talentueuse pour aller plus loin. Malheureusement, on avait un calendrier dantesque. Et que au foot américain, c'est aussi la beauté du sport, de c'est voir. Pas Madrid, hein. C'est pas Madrid, non, ça c'est sûr. Que la ligne, la ligne qui sépare les victoires et les défaites, elle est très 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 mince. Donc c'est décevant du point de vue de la qualité de l'effectif, mais c'est très très encourageant parce qu'on sait qu'on a de quoi faire mieux. Alors on va parler souvenir de cette saison 2025. Est-ce que tu peux me demander, quel est le meilleur souvenir pour John dans cette saison et le pire, évidemment, souvenir aussi de cette saison? What is your best memory for this season, the worst? No, it's a great question. I mean, we had such I remember watching the game at Frankfurt. I wasn't at Frankfurt for the game. I was watching it on TV. I was pretty, disappointed the whole first half, the whole first 3 quarters, how, we didn't seem to be cohesive on offense. We gave up some big plays on defense, and that's a game that we should have, we went into the game thinking we're the better team. We should be winning this game. So to find ourselves down as much as we did, it was very, it was disappointing. And then to come back the way we did, it was like, oh my God, here's the team that we all knew we were the whole time. Come back, go for 2, go ahead, and then,
have your heart ripped out right on the last by that field goal at the end. That was probably one of the higher. Even though we lost, it was one of the memories of like how this team, could be and how exciting we are, and and how we never give up. So that was a very that was a very strong memory. And then obviously the loss to Vienna at the very end, where again we don't give up. We fight every play, that's who our guys are. That's who our coaches are. And unfortunately, this year, in the past years, like we beat Madrid the same way, at the very last kick at the very end of the game, and that went our way. And so this year, a couple of those games didn't go our way, and those are very memorable, but very exciting. Ouais, donc bizarrement, le match de Francfort. Nous aussi, on s'en souvient. Oui, ce match de Francfort à l'aller où pendant les 3 premiers quarts-temps, on a été inexistant en attaque et en défense. On s'est fait ouvrir dans tous les sens en défense, en attaque, on n'arrivait à rien. Et puis, dans le 4e quart-temps, le comeback qu'on réalise et qu'on monte justement, et c'est là vraiment le highlight pour lui de la saison, où on montre l'équipe qu'on est, ou que Paris avait le potentiel d'être cette saison. Donc, ce comeback incroyable dans le 4e quart-temps et de passer devant Francfort à quelques secondes de la fin. Et en même temps, du côté, juste après, tu as ton cœur, on te brise le cœur, on t'arrache le cœur, on te le brise parce que tu perds sur un kick à la dernière seconde. Donc, mais c'est tout ce mix d'émotions qui font que c'était un moment mémorable, ce match malgré tout. Et il parle du match de Madrid l'an dernier à Paris où on gagne après prolongation sur un kick. Et donc, la pièce est tombée du bon côté cette fois-ci pour nous. Et cette saison, la pièce est tombée du mauvais côté. Et donc, il y a plusieurs matchs qu'on perd de justesse. Et bien évidemment, le pire souvenir, c'est... je dis encore souvent, bien évidemment, c'est un truc de ouf. Hein. Oui, mais non, mais c'est bien. C'est évidemment, mais c'est bien. Et bien sûr, tu vois, bien sûr, la défaite contre Vienne dans les derniers instants, ou encore Paris s'est battu jusqu'à la fin, a tenu tête à officiellement la 2e meilleure équipe d'Europe. Donc c'est le pire souvenir parce qu'en plus, il a scellé notre sort pour les playoffs cette saison. Tu fais bien de le rappeler d'ailleurs parce qu'on n'a pas fait de podcast débriefing. Il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi la saison LF jusqu'au bout, mon cher Jus, que les vainqueurs de cette saison 2025 sont Stuttgart Surge. Sur le score 2. Je l'ai même plus le score. 24-17. 24-17. 24-17. Ils étaient menés 17-10. Honte à moi. Parce que là, on a l'émotion NFL. D'ailleurs, tu peux lui demander, petite parenthèse, ce qu'il pense du vainqueur d'ailleurs de cette saison. C'était pas noté dans la question, mais je sais pas ce qu'il peut nous en penser, ce qu'il en pense lui. Et qu'on les ait battus. What did you think about mais c'est ça. Yeah, what did you think about the championship game and the Surge winning that game? Yeah, I mean, I think that those two teams are by far, I don't want to say by far, but like they proved themselves throughout the year as being the strongest, most competitive. I mean, it was funny talking with Luke and Jack after the season. It's like they were surprised and blown away about how athletic and strong and big some of those teams are, especially Stuttgart and Vienna. Vienna made some mistakes in that game that they didn't make against us. That I think really helps Stuttgart out. And Stuttgart, they made mistakes against us in that first game that we capitalized on and held them, scoreless. So, I think the best team won, but you had two of the great examples of European football there in the final. So it was a great game. Ouais. Donc, du coup, il nous dit que c'était un match, c'était un beau match, que c'était les deux équipes les meilleures cette saison qui se sont rencontrées en finale. Vienne a commis des erreurs qui ont fait que Stuttgart a pris l'avantage et ne l'a plus lâché. Et donc, Stuttgart mérite sa victoire. Et en plus, il en parlait à Luc Del Rio, à Jack Del Rio, qui étaient, eux, vachement surpris du niveau athlétique des joueurs de Stuttgart et de Vienne, justement.
Ils ont été très, très agréablement surpris du niveau athlétique qu'il y avait ici, en tout cas dans ces deux équipes. Et donc, ouais, ce sont des équipes qui ont donné un beau spectacle. Et voilà. Bon, c'était vraiment, franchement, quasiment la meilleure finale de l'EF. Ouais, tout à fait. Tant que tu parles de Jack et Luc, on va aborder le sujet, mais est-ce que l'un de vous a une question sur la saison 2025 encore ? Tu sais qu'on avait eu, comment dire, Jacques Desriots nous avait dit qu'il y avait un manque, il avait trouvé un manque de préparation, au niveau de certains joueurs, le manque au niveau de la shape. Est-ce qu'il pense que ça a joué sur l'évolution, on va dire tardive, mais positive sur la fin de saison de la O-line, par exemple? Okay. When we had Jack Desriots on last time, he told us the players were not in game shape when he arrived, and do you think that played a role in the offense, in the especially the offensive line getting better later on? Yeah, I think that overall, last offseason, we had a lot of transition. I mean, I think we talked about this at the beginning of the year with obviously a change of head coach, change of practice facility, a lot of change in our front office that kind of we didn't have a super strong offseason program, and I think that's something that Jack's a pro. This is what he sees and he knows, and as a professional athlete, you're expected to be in shape and stay in shape year round for this long, demanding season. And so I think that's one thing we want to focus on now in this off season is we're staying at Athletica. That's our home, our practice facility. We have access to state-of-the-art field equipment, weight room year round. John Booker is returning as our GM. He's putting together, him and Jack are putting together a really strong off-season workout program. So our guys are fully engaged in training their bodies, staying healthy, preparing for next season, all off-season. So that's a big thing that we didn't have last year that we have right now. Ok. Du coup, il nous explique que en effet, la préparation, elle a été compliquée la saison dernière. Ça n'a pas été la meilleure intersaison qu'ils avaient eue parce que il y a eu pas mal de changements dans le front office, au niveau du coaching staff, au niveau du centre d'entraînement. Donc, il y a eu énormément de changements. Et donc, Jack Desriots, lui, il a été, entre guillemets, déçu de la forme physique des joueurs quand il est arrivé parce que lui, c'est un professionnel, il fait ça depuis 30-40 ans. Donc, pour lui, c'est inconcevable qu'un joueur professionnel ne soit pas en forme physique. Mais voilà, tout est mis en place cette saison, en tout cas cette intersaison pour que ça change. John a annoncé qu'ils vont que Paris reste à Athletica. Donc, ils vont continuer de s'entraîner à Athletica, que John Booker et Jack Desriots bossent déjà ensemble pour monter un roster cette intersaison et pour monter aussi le programme d'entraînement des joueurs pour l'intersaison. Donc, ils ont pris un nouveau départ et ils ont pris note de ce qui n'a pas fonctionné la saison dernière, grosso modo. On peut donc nous confirmer que Jack Desriots sera l'entraîneur l'an prochain. So you can confirm that Jack Desriots is going to stay head coach for next season. Yeah, no, Jack's super excited to come back and with our talent and there's something interesting, about coaching in Europe. And it's obviously much different than the United States. So, I think I feel this way, and I think Jack feels this way too. Is like he's just getting started, like getting to know how football in Europe works, how football in France and in Paris works, and him and his wife love the city, and we're doing a lot of stuff with them, to make them part of the family and bring them in and really get them entrenched in the culture of France and in Paris and the Paris Musketeers culture, and they're a big part of it. So. We're excited to have him back, and we're working on all the details here that are making that possible. Donc Jack Desriots est content d'être à Paris, il est content de faire partie de la famille Paris Musketeers, il est content de découvrir le football en Europe et en France. Lui et sa femme ont adoré la ville de Paris.
Donc, La nourriture. et la nourriture à Paris, ça, c'est vrai que je l'avais dit. Donc, voilà, ils sont contents il est content d'être là. Ils vont travailler pour justement pour travailler pour faire partie, pour améliorer la culture et faire partie, vraiment grandir cette équipe de Paris, de Paris. Et donc voilà, il est très content d'être là et puis voilà. Tu sais qu'on En toute logique, Et en toute logique, il devrait rester. Moi, c'est bien, c'est vraiment bien pour la culture de l'équipe, quoi. On avait évoqué un peu en off quand on a fait dans l'after-foot, on avait évoqué un peu la participation de certains joueurs, donc pas des mousquetaires, dans certains clubs d'élite. Je sais qu'il y avait eu certains cas où je crois comprendre que John et entre autres et même Jack n'étaient pas pour que certains joueurs jouent en France en l'intersaison. Est-ce que ça, il veut complètement l'interdire, c'est-à-dire que pas de joueurs sous contrat jouant en élite, ou est-ce qu'il va être permissif là-dessus? There are a couple players who played in the French league during the off season of the ELF. Is that something that you guys are going to still allow for next year? I mean, that's a good question for Jack and for John Booker. But I mean, I can speak a little bit about just our relationship with the federation and the teams. Like, I think that we've become really close with Fred Paquet and president of the federation, and we're huge supporters of we want to continue to grow the relationship between the Musketeers and the Division I teams, all the division teams and all the programs that the federation has, and support them in many ways. We're exploring examples of coaching clinics and getting our players more invested and involved in the clubs that they came from, supporting, providing more offers and support to clubs at our games. A lot of flag football initiatives, which we did this past year. We had flag football exhibitions at every single one of our halftimes in partnership with the Federation and the New Orleans Saints. So that doesn't answer your question directly. I'm not the one overseeing kind of those kind of decisions, as far as what I think that's really a coach and GM kind of determining what's best for the team. And I would support whatever John and Jack kind of decide there. Donc lui, c'est pas lui qui prend cette décision. C'est plus qu'une question vraiment qu'il faudrait poser à John Booker et à Jack Del Rio. C'est vraiment eux qui vont qui vont se pencher sur le sujet, entre guillemets, et qui vont vraiment pouvoir nous donner une réponse précise. En tout cas, ce qu'il peut nous dire, John, c'est qu'il travaille avec la fédération pour améliorer, enfin pas améliorer puisque les relations sont bonnes, mais pour encore enrichir et cette relation que Paris a avec la fédération française. Ça peut se faire par des formations entre guillemets de coaching. Ça peut se faire aussi par certaines initiatives de flag football. Donc voilà, ils vont vraiment encore essayer d'essayer de développer et de faire en sorte que le foot américain en France se développe. Donc tout ça en concert avec la fédération française et son président Frédéric Paquet. Ils sont vraiment en soutien de tous les clubs, que ce soit de D1 ou d'autres divisions. Et le but, encore une fois, c'est de développer le sport en France et afin que tout le monde puisse en bénéficier. Une petite question, on a parlé de Jack Del Rio, on a cru comprendre que Luc Del Rio, lui, ne reviendrait pas. Est-ce qu'ils ont déjà une idée du profil du prochain coordinateur offensif? We talked about Jack Del Rio staying, but his son Luke seems like he's not staying at Paris. So do you have already a name or already somebody, a profile that will replace him as an offensive coordinator next season? Yeah, I mean, I think Luke was an extraordinary coach, super smart guy, very detailed, like very ambitious. And, he came over, he has a young family, and I think he had a great experience and learned a lot. He was never offensive coordinator before, so to have him come here and he learned a lot, we learned a lot from him, and he's gonna pursue his career at University of Washington, where he is right now, and we obviously wish him all the best.
and he's always going to be a member and family member of the Musketeers. As far as the future, I think it's really exciting time, to have Jack Del Rio leading the staff. He's out there, he's got a great Rolodex. He's got a great network of people that could possibly come in and fill this role. There's also a lot of great offensive coordinators that have European experience or are European. So I personally don't have any names I can talk about here now, but I know him and Jack and John Booker, who was our offensive coordinator 2 years ago, know the type of profile and also have a great network to reach out to. So we're, as far as offensive coordinator and the rest of the coaching staff, we're obviously welcoming back some coaches that we had last year, and that's kind of, we're going to figure out which coaches those are, and then we're going to obviously build and fill in all the gaps of positions that we need to improve on. Ok, donc en effet, Luke Del Rio ne va pas revenir. Il coach en ce moment à l'université de Washington aux États-Unis. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de nom qui sortent pour le remplacer. Jack Del Rio, la chance qu'on a quand on se rappelle Jack Del Rio, c'est qu'on a des relations. On connaît pas mal de monde quand on a travaillé en NFL pendant 30-40 ans. Donc, il a des gens qui pourraient prendre ce rôle de coordinateur offensif. Et aussi, ça pourrait être quelqu'un qui a une expérience en Europe, en tant que dans le football américain en Europe. Donc, voilà, il y a un large panel de personnes qui peuvent venir prendre ce rôle. Surtout que John Booker, lui, a été coordinateur offensif il y a 2 ans. Donc, il sait exactement quels sont les besoins de cette équipe, qui sont en termes de personnel, quelles sont les qualités de nos joueurs. Donc lui et Jack Del Rio vont travailler. Pour l'instant, John ne peut pas nous donner de nom, mais voilà, ils vont travailler dessus. Le coaching staff, certains coachs vont rester, d'autres non. Ils sont en train, dans le processus, de voir qui va rester, qui ne va pas rester. Et aussi, par la même occasion, une fois qu'on a les noms et qu'ils auront des noms de ceux qui vont rester, des coachs qui vont revenir, étendre le coaching staff, aller recruter d'autres personnes pour combler les différents trous. Petite question sur le partenariat entre les Paris Musketeers et les New Orleans Saints. Ça a été un vrai week-end de fête pendant le 14 juillet, avec le match notamment contre les Vikings de Vienne et la présence de Demario Davis. Qu'est-ce que ce partenariat a d'ores et déjà apporté aux Paris Musketeers, et quelles sont les futures étapes de ce partenariat? So Paris has a partnership with the New Orleans Saints. They actually came to see a game against Vienna in July with the owner, Demario Davis, and maybe a couple of other guys from there. And what did that partnership bring to you as an owner and as a franchise? And what are the things that are coming up next, coming out of this partnership? Yeah, I mean, for me, it was an opportunity to introduce the Paris Musketeers, the bands of the Paris Musketeers, our family, our organization, and we had the federation was there in partnership with us. We had at the embassy. Yeah, the embassy was there. We had an event at the U.S. Embassy. A lot of you guys were there. To really show off our community to the New Orleans Saints and the American football community of Paris and of France. And I think they were blown away. They came in not knowing what to expect. As an American, if you're not familiar with the culture of American football in Europe, whether it's in Germany or France, you have no idea that it exists here, and there's such passion behind it. So they were overwhelmed by how welcoming and friendly and happy, and just the energy and excitement of that game day. So that's what I'm most proud of. Donc il était vraiment très content et très impatient de montrer toute la famille et tout l'engouement
qu'il y a autour du foot américain en France. Il était impatient de le montrer aux gens des Saints de la Nouvelle-Orléans, que ce soit la propriétaire et quelques joueurs qui sont venus. Ils ont été impressionnés de l'ambiance qu'il y a ici, parce que c'est vrai qu'en tant qu'Américain, on ne sait pas vraiment c'est grâce à la Red Company, ça. Ça, c'est grâce à la Red Company. Mais en tant qu'Américain, c'est difficile de s'imaginer l'importance du foot américain en dehors des États-Unis. Donc, ils ne savaient pas à quoi s'attendre et ils ont vraiment été très, très agréablement surpris. C'est quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait tout seuls, bien évidemment. Ça a été fait en partenariat avec la Fédération française. Il y avait aussi l'ambassade américaine. Donc, non, franchement, ils ont vraiment été très, 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 très contents de l'expérience qu'ils ont vécue ici à Paris. And what can we expect next from this partnership? Yeah, so that was kind of our introduction weekend. That was our, coming out party in Paris. That whole 3-day event we did with the Saints this summer. We're in plans right now. We've been talking with them about, okay, what's the next thing we're going to do together? And the Saints just started their season, so they got a lot of stuff going on. But we are, this is breaking news for you guys, is that we are planning a Paris Musketeers New Orleans Saints event in New Orleans this time on around the November 23rd game against the Falcons in New Orleans. So we're in the midst of planning stuff, but there will be a Paris Musketeers presence at that game, and we're excited to kind of release more information about it as it's finalized. Yeah, it's great because it's just after the bye week of the Saints. Yeah, it's right before Thanksgiving here in the US. So it's too bad they gotta lose this game, but that's another. non, c'est la seule victoire de la saison. On prendra, mais on va la prendre celle-là. Non, alors plus sérieusement, John nous donne un scoop ici à l'équipe de The Playoff. Il prévoit après cet événement, c'était vraiment une introduction, ce qui s'est passé en juillet, ces 3 jours avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment une introduction. Et là, il prévoit un autre événement, donc le vendredi, n'importe quoi, le 23 novembre à la Nouvelle-Orléans, à l'occasion du match de division, la grande rivalité de la NFC Sud entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Falcons d'Atlanta. Il y aura la présence des Paris Musketeers. Sous quelle forme, on ne sait pas encore. Ils sont en train de discuter de tout ça, de voir comment ils peuvent faire tout ça. Parce qu'il faut savoir que les Saints, ils sont un peu aussi occupés en ce moment, puisque la saison a repris. Donc, ils n'ont pas l'air très occupés. C'est pour ça que c'est bien placé dans le calendrier, quoi. Et donc, Julien l'a spécifié. Hein, ce qui est bien, c'est que c'est juste après la bye week des Saints. Donc, ils sont en train d'organiser une apparition. Sous quelle forme encore, on ne le sait pas, mais on aura le logo Paris Musketeers et des gens des Paris Musketeers présents le 23 novembre, donc ça doit sûrement être un dimanche. Oui, et ce sera un match à 22h25. En plus d'un match à 22h25, à l'occasion de encore une fois, de ce match de division entre les Saints et les Falcons d'Atlanta. Très très grosse rivalité entre les Saints et les Falcons. Oui. C'est le match à ne pas perdre. Tu voulais dire un truc, mon Steph? Oui. Moi, je peux ajouter un petit mot. Just to say a few words for you, John. I just want to say congrats for the 3-day events with the Saints in July, because I think it was something really great for the football here in France. And I think this year I saw a lot of American people watching the ELF. It's year 5 of the ELF, and I think this year was the biggest year for the American people to watch this league, because the broadcasting has been a lot improved. And I saw a lot of American people being a fan of Paris and of our team, but a lot of American people was really interesting of watching Paris game. And I think now the NFL season is off season is very long, and now the American people know that they can watch American football in Europe. So congrats. Thank you very much. No, I 100% agree. It's like, Americans are football crazy. So, and I think that the brands and teams and quality of play and athletes and stories that we have in Paris, that many of the brands and teams across Europe have,
are very interesting and attractive to Americans that are so football hungry and crazy. So yeah, I agree with you. I'm excited for that. Tu peux redire en français ce que tu as dit? Oui, just translation in French. Maintenant, tu traduis même Jus, oui. Non, je disais juste, je félicite John pour le succès justement de ce partenariat avec les Saints là qu'on vient d'évoquer, et que je disais que cette année, en fait, on a pu voir beaucoup d'Américains qui s'intéressaient à l'ELF, parce que l'off-season NFL est longue, et donc maintenant, ils s'intéressent à l'UFL, à l'ELF et à tout ce qui se passe en football dans le monde, en fait. On a même la X-League au Japon qui devient un produit un peu populaire. Donc voilà, c'était juste pour dire vraiment qu'en fait, une équipe comme Paris arrive même justement à aller chercher des fans américains, quoi. Voilà. Et John l'a confirmé qu'en effet, il y a de plus en plus d'Américains qui s'intéressent au football en dehors des États-Unis. Alors, maintenant qu'on sait pour ce 23 novembre et ce match entre les Saints et les Falcons, il y a une autre question qui me brûle les lèvres. Est-ce que nous quatre, on est un invité? Si. Est-ce que nous quatre, nous sommes invités? Ok. La question que je voulais poser. Je te jure. If you want to go to the New Orleans Saints. So the question is, now that we know that there is an event on the 23rd of November at New Orleans in the Superdome, do we get invited there? We'll get your name on the list. You guys show up, we'll get you in there. Donc on sera sur la liste. Donc après, il faut trouver un moyen d'y aller. Hein, c'est tout. On va demander à Charles. Mais ça Charles, on embarque dès maintenant. Charles va être content. Regarde, il a la goutte de sueur là qui coule. Charles, il est en train de transpirer. Charles, il a coupé le podcast. Charles vient d'arrêter le podcast. Tiens, c'est marrant, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on voulait raconter d'autre? Oui, parler de l'effectif de la saison prochaine. Tu avais une question juste sur l'effectif de la saison prochaine? Ouais. When the situation is a bit special, but when do you think the first signature for the 2026 season gonna be? In few weeks, months? Yeah. So I mean, it's funny. I mean, we can talk about the roster in general if you want. I mean, we're in the middle of wrapping up. The season the championship game was a week ago now. So most guys are basically, as far as I can do, I know there's a lot of administration that has to happen at the end of the season, along closing the books and ending everyone's contract. Because everyone's essentially signed to a 1-year contract. Yeah, ending all the contracts, and then with Jack, really understanding the team now and where our strengths and weaknesses lied this year. They're obviously reevaluating the roster. I mean, both the guys, Booker and Jack, did exit interviews with the entire team to, on what guys can improve on and how they can get better. And also, knowing that, our roster, we have some aging guys on our roster that, I think Jeff Alexander has retired. We have a couple other guys that, have played a long time and have been huge parts of the organization since we started and beyond, before the Musketeers even existed. So, these are all things that, you consider in your organization on, aging of players, developing young talent, and also where's your mix of talent coming from? One thing that I think John Booker has done really well is developing new talent. Laik Vanti, Big Mike, number 75, our right tackle. That guy has come along so far. And, Hugo Tekadem, these are guys that, cut their teeth and develop, they had some football experience, but they became pros with us. And I think that they're going to be two guys, Kevin Queerdo, another guy, number 29. These are guys that we want to keep in the organization for a long time, and we've invested a lot in, and we want to keep them around. So again, there's a lot of strategy right now going into how do we build a roster that is healthy, strong, developed, and we have super top players like Suleiman Karamoko, like this guy, He's best. Probably the best player on our team. So we're evaluating how to make sure we have I thought we didn't win the championship this year, but I think we had a championship level roster. How do we maintain that, but also fill in the gaps where we were a little bit weaker, and consider health and age and all that stuff as we move into next year. So
That's happening. And then as far as timing, I think it's usually around November 1st is when we start really releasing names. And so between now and then, we're going to be working through that stuff, working with guys on their contract. And so that's where we are. Thanks. Tu traduis, Wake, ou tu veux que je traduise? Ouais, je vais traduire. Alors, la question, c'était en fait quand est-ce qu'on va avoir des signatures, et justement, il a dit qu'il y a plus que ça, quoi. Voilà, donc oui, il a un peu développé sur l'effectif en général, comment ça se passe à la fin de la saison. Déjà, donc la saison s'est terminée littéralement la semaine dernière. Jack Del Rio et John Booker ont eu des entretiens avec tous les joueurs, des entretiens de fin de saison avec tous les joueurs pour leur dire voilà sur les points sur lesquels ils doivent s'améliorer à l'intersaison, etc. Et il y a aussi beaucoup d'administratifs. Je dis qu'il y a beaucoup d'administratifs à faire, puisqu'en vrai, c'est vrai que la majorité des joueurs ont signé des contrats d'1 an. Donc, et en plus, je crois que là, cette année, c'est vraiment la totalité des joueurs. Les contrats se terminaient cette année. Donc, il fallait tout simplement, d'un point de vue comptabilité, clôturer, si vous voulez, les contrats pour cette année. Et donc, dans la construction du roster, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Certains joueurs qui sont un peu plus vieillissants. On a parlé de la retraite de Jeff Alexandre, qu'on salue d'ailleurs. Jeff, qui a eu une incroyable carrière. Et comme le dit Jack, il mérite d'être, si un jour un Hall of Fame en France, il en fera partie. Jeff for the Hall of Fame, on va mettre. Et donc, Jeff had the first touchdown ever. Of the players. C'est vrai, Jefferson. Actually, no, sorry, the first home touchdown. Yeah, because the first was Larose at Cologne. Larose at Cologne, so he had the first touchdown at home. The first. C'est vrai que Jefferson avait le premier touchdown sur le sol français de l'histoire des Paris Musketeers. C'est vrai que le premier c'était Florian Larose à Cologne. Donc voilà, donc Jeff qui lui prend sa retraite. Il faut évaluer tout ça. C'est des choses à prendre en compte. Et puis il y a aussi les joueurs qui ont été développés, parce que John Booker et Paris Musketeers ont développé certains joueurs. Il nous a mentionné, John, Laïc Vontier, qui a joué sur la ligne offensive, il a joué tacle droit, il a joué aussi garde, si je ne me trompe pas, un petit peu cette saison aussi. Donc, il a fait un petit peu des postes. Donc, ça, c'est un joueur sur qui vraiment il compte à l'avenir. Ils veulent absolument le garder. Hugo Tekedam, des joueurs qui avaient une expérience avant Paris, mais c'est des joueurs qui sont devenus professionnels à Paris. Donc ça, ce sont des joueurs dans lesquels ils sont vraiment investis et qui veulent vraiment garder à l'avenir, tout comme Kevin Queredo-Diaz, le DB qui est arrivé l'an dernier et qui a joué cette saison aussi avec nous. Donc ça, c'est des joueurs qui sont jeunes et sur qui ils comptent beaucoup pour l'avenir. Il y a aussi un joueur comme Souleymane Karamoko qu'on a forcément envie de garder, parce que Souleymane, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs européens tout court. Alors, John lui a dit peut-être le meilleur joueur de l'équipe. Moi, je dis c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs européens tout court, Souleymane Karamoko. Donc, c'est des joueurs avec qui tu as envie de construire et bâtir l'avenir. Donc, il y a plein de choses toutes ces choses-là à prendre en compte. Donc, ils sont en train de discuter de tout ça. C'est un boulot. Ça, c'est en train de se faire en ce moment. Et concernant vraiment la date des premières signatures, alors officiellement, je crois que tu peux annoncer la prolongation de certains mecs, mais je ne suis pas sûr que tu puisses annoncer de nouvelles signatures avant le 1er novembre. Donc, entre aujourd'hui, aujourd'hui, samedi 13 septembre, t'as vu comment je suis fort, Flav? C'est très fort. Alors qu'on enregistre le 12 août. Le samedi 13 septembre et le 1er novembre, ils vont travailler et on aura très certainement une signature début novembre ou des signatures début novembre. Alors, je sais bien que la question ne va pas être répondue ce soir, mais je vais la poser quand même. La question, elle est double. Est-ce que, au niveau du quarterback, Jalen Anderson fait partie des pistes pour l'an prochain? Et surtout, est-ce qu'on prévoit, on en avait parlé dans le podcast de fin de saison, un quarterback remplaçant français pour l'an prochain, mais 100% quarterback, puisque Hugo joue aussi receveur. Okay, question is, maybe you won't be able to answer it, but we gotta ask anyway, because people want to know. Do you plan on signing Jalen Anderson back?
And second one is there a plan to have a full-time French backup quarterback? Because Hugo was the backup quarterback effectively, but he played receiver. Do we I say we because I feel like I'm part of the Paris Musketeers in some kind of way. We are. Do we plan to have a full-time French backup quarterback? Yeah, I mean it's like a blessing and a curse for Hugo because he's too good to just be your backup quarterback. Like he's top receiver in the league. So and he could play quarterback. So he kind of kills two birds with one stone. And even if you put in that's a good question strategy wise for Jack and Booker. Do we bring in another just backup quarterback? I think that's actually a smart thing because part of the mission of the Musketeers is to develop French talent, at all the positions. And, obviously traditionally all teams bring in an American quarterback to be their main starter. But as we saw this year, Jalen gets his eye socket broken and someone's got to step up and play for a little bit. Luckily Jalen came back, but it's an important piece to have. And Hugo is obviously a great quarterback in his own right. But he's spending most of his time and energy in practice everywhere else at receiver. So he's not spending a lot of time at quarterback. So I think that's actually a really great point. And I think it's important to our mission to develop, French quarterbacks here. So I think that's a great idea, actually. And then your other question was about Jalen Anderson. Jalen. I haven't talked to Jalen since he just left. He stayed a bit longer in Europe. He just left to go home, and usually we kind of let guys go home for a bit, see how they feel. They've been away from their families a long time, so we give guys a little bit to feel how as we did with Zach and anyone else, and then kind of open up the conversation a little bit more once they've been home for a little bit. So I don't really I can't really say anything outside of that about Jalen. Ok. Du coup, il dit que c'est vrai que le fait d'avoir un quarterback complet, à plein temps, un quarterback français remplaçant à plein temps, c'est quelque chose qu'ils vont étudier à l'avenir, parce que c'est vrai qu'en fait Hugo est un excellent quarterback, ça il le dit, ça on le sait, mais le problème c'est que il est tellement bon qu'on ne peut pas le garder sur le banc. C'est le meilleur receveur. Donc, il fait notre meilleur lui-même. On s'envoyait des ballons. Maybe Hugo can make his own pass for himself during the game. Play QB and receiver. Yeah. Throw, run, catch. Et du coup, Hugo, il a aussi été notre meilleur receveur cette saison et l'un des top receveurs en Europe cette saison. Donc, il a passé plus de temps à travailler sur son poste de receveur et sur ses positions de receveur. Parce qu'il faut encore savoir, pour ceux qui ne le savent pas, receveur, c'est plusieurs positions, c'est pas juste receveur, c'est plus de détails que ça, c'est plus complexe que ça. Donc il a travaillé sur ça et il a passé beaucoup moins de temps à travailler en tant que quarterback. Et c'est quelque chose qu'il est important d'avoir un QB à plein temps, parce que on l'a vu quand Jalen Anderson s'est blessé face à Vienne, qu'il a fallu le remplacer. Alors heureusement il est revenu quand il s'est mangé un doigt dans l'œil, je crois. Mais et il a vu le poignet cassé, un truc comme ça aussi en plus. Voilà aussi. Donc il faut avoir ce plan de secours, d'avoir un QB full-time, à plein temps français. Surtout que c'est aussi l'une des missions de Paris, de développer les joueurs français, de les développer le plus possible. Et ça passe par développer un quarterback. Alors on sait que on n'est pas prêt d'avoir un quarterback titulaire à Paris, un quarterback français titulaire à Paris, parce que bien évidemment pour l'instant c'est que les Américains, et ça c'est partout en Europe, et c'est tout à fait normal, mais ça n'empêche qu'il faut aussi développer le talent qu'on a en France et les Français au poste de quarterback, mais pas que, à tous les postes, mais aussi au poste de quarterback. Et concernant Jalen, il vient à peine de rentrer au Texas, parce que je crois qu'il est originaire du Texas. Il vient à peine de rentrer au Texas, auprès de sa famille. Donc, ce qu'on fait traditionnellement à Paris, c'est de leur laisser, de laisser aux imports
le temps de rentrer chez eux, de décompresser, de prendre du recul sur la saison qu'ils viennent d'avoir. Ils sont partis ils ont quitté leur famille pendant plus de 6 mois, donc Paris leur laisse le temps de tout simplement de retrouver leur famille, de passer du temps avec eux. Et une fois que cette période d'acclimatation avec la famille est passée, les discussions vont reprendre. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse au niveau de Jalen Henderson. Voilà. En tout cas, on salue Jalen Anderson. Il mérite ses vacances. Parce que je sais que des fois, il écoute le podcast. Donc, voilà. Il a donné vraiment de son physique là, sur le dernier match. Hein. Donc, on le salue, Jalen, s'il nous écoute aujourd'hui. Concernant juste une petite question sur le stade, alors on ne va pas parler du stade de 2026 parce que les discussions sont encore en cours, mais sur l'expérience Robert Bobin 2025, est-ce que pour John, l'objectif qu'il s'était fixé est rempli en termes de remplissage d'expérience? Yeah, talking about the stadium, we're not going to talk about next year's stadium because you are in talks as of right now, so we can't talk about it. But we can talk about Robert Bobin in Bondoufle, like I like to say, like I like to call it, in Bondoufle. How is it? Did Bondouf? Did you meet the expectation that you guys had before the season in Bondouf? Expectation of attendance and the fan experience around the stadium. Mm-hmm. Yeah, I mean, I think that we, again, because we didn't really know what to expect, from attendance perspective, I think we were down on one weekend that I think it was Mother's Day weekend. We did some poor planning and had a game on Mother's Day, which is tough. I think it was a rainy Mother's Day. We beat Stuttgart that game. Yeah. But, en plus, ils ont battu les champions ce jour-là. Yeah. No. But besides that, I mean, I think we did a really good job. The home opener, I was happy with our crowd. The game against Vienna, I mean, that was a great atmosphere and great crowd and great energy. Again, unfortunately, we lost that game. And then I think we did the special jerseys against. I guess that was against Vienna, and then against. The Mercenaries. There's Bastille jerseys and red jerseys against the Mercenaries. And I think one thing that I'm very proud of this year that when we played at Jean-Bouin, the beautiful stadium and great fan experience for just to visit that stadium and watch a football game, but we didn't have as great, I think, entertainment and action around it. It was kind of a little bit of an afterthought. And this year we invested a lot in that experience to kind of bring the full circle experience of what American football can bring to families and fans. And Sebastian Stoltz was very good this year at helping us execute that game experience. And I think we improved game over game. And we're really happy with it, with how all that went. And I think the feedback we got from those that came to our games this year, we're very happy about just, being able to spend their Saturday or Sunday, with their family and friends, hanging out, enjoying football and experiencing all the kind of the entertainment, the DJs, all the games that we had out there, the beer trucks, the food trucks, and, our merch tent and all the kind of like little activations that we put outside the stadium there. And Bondouf itself, I mean, Bobin, like that stadium, it's huge. If you fill that stadium, it'd be 18,000 people. And we, obviously we were using mostly one side of the stadium there. It was well shaded. It was, it executed a lot of things we wanted to do and it checked a lot of boxes. So, and the operators were great, very happy to have us there, very excited to have us there. We never had any problems with any vendors or stadium operators. It was a very smooth. It was very smooth being there. So we're very happy with our time there. Ouais, contrairement à Jean-Bouin, si tu veux, à Jean-Bouin, c'est un stade qui est magnifique. À Jean-Bouin, ce qui était le point faible en tout cas de Jean-Bouin, le désavantage de Jean-Bouin, c'est qu'on n'avait pas vraiment d'expérience autour du match de foot. Mis à part le match et le stade qui est beau, mais à Jean-Bouin, on est un peu plus limité dans ce qu'on peut faire autour du stade.
À Bobin, l'avantage, c'est que voilà, Paris a investi dans le pre-game. Donc, on a avec toutes les activités qu'il y avait autour du pre-game, les food trucks, les jeux pour enfants, etc. Tout ça, c'était vraiment quelque chose sur laquelle ils ont mis une emphase cette saison. Ils ont vraiment. Alors, c'est une question de. Comment dire? Ils ont merdé, voilà, on va dire ça comme ça. On va appeler un chat un chat sur le deuxième match face à Stuttgart au niveau de la tendance, comment on appelle ça, de la tendance, de l'affluence. Après, c'était la fête des mères, c'est pas de leur faute non plus. À Stuttgart, parce que le match a été planifié le jour de la fête des mères, donc ça, c'était vraiment mauvais calcul. Alors, je sais pas vraiment qui est fautif entre le LF et Paris, mais en tout cas, mauvais calcul de mettre ce match face à Stuttgart. Le jour de la fête des mères, mais mis à part ça, les affluences ont été, ce qui était attendu a été respecté. Voilà. Mis à part à ce match-là, mais sinon, il n'y a pas de déception entre guillemets au niveau de l'affluence. Il y a une très bonne ambiance lors du premier match face au Rhein-Fire, une excellente ambiance face à Vienne à domicile aussi. Donc voilà, c'est vraiment Bobin, ils en sont très contents. De par le fait que on peut avoir tout ce tailgate à Bobin, mais aussi tous les opérateurs, tous les gens qui ont travaillé ont bien fait leur boulot, ont été géniaux. Il remercie aussi Sebastian Stolz qui a vraiment tout chapeauté à Bobin pour que ça se passe bien. Il a beaucoup travaillé pour faire en sorte que les matchs soient bien organisés à domicile, et ça a été le cas. Donc c'est vraiment Bobin, une bonne expérience de bout en bout. Tout s'est bien passé. Le stade, c'est vrai que c'est un stade, on n'y pense pas, mais c'est un stade qui est grand. Bobin peut accueillir au moins jusqu'à 18 000 personnes. Alors bien évidemment, à Paris, il n'utilisait qu'une partie des tribunes, parce que forcément, on n'a pas encore la capacité de remplir le stade. Mais cette partie des tribunes, elle, quand il y a du soleil, elle était quand même à l'ombre. Donc, c'était vraiment un stade qui a rempli sa mission pour cette saison, tout bêtement. Très bien. Alors, je précise à nos auditeurs deux petites choses. La première, c'est que, comme tu l'as dit, Wade, tout à l'heure, on peut pas beaucoup parler du stade de 2026 pour une simple et bonne raison, c'est que les discussions sont en cours. On s'en est pas caché dans le podcast de la dernière fois. Il y a effectivement une possibilité de relocalisation plus proche de Paris. Robert Bobin, de ce qu'on en sait, est aussi une possibilité étudiée pour l'an prochain. Mais tout ça est encore en discussion. Évidemment, on ne peut pas encore annoncer le nom du stade, mais nul doute que John et les Paris Musketeers nous tiendront informés, et vous serez au courant sur The Playoff dès qu'il y aura une avancée de ce côté-là. Toutes les options de ce qu'on en sait à cette heure-là sont sur la table. On va parler rapidement aussi de l'ELF et de l'EFA. Mais là encore, une petite précision. Actuellement, il y a des discussions nombreuses entre l'EFA et l'ELF. Et en toute transparence avec nos auditeurs, on se doit de leur dire que malheureusement, John n'est pas habilité à pouvoir répondre à toutes les questions pour la simple et bonne raison que il y a des notions juridiques, il y a des discussions en cours, et qu'il ne peut pas nous donner tous les détails parce que tout est encore en cours. Donc on va en parler un petit peu, mais malheureusement on ne pourra pas avoir les réponses à toutes les questions ce soir, et c'est pas parce que John ne veut pas les donner, c'est tout simplement parce que les affaires sont encore en cours. Voilà. C'est bien résumé ? Oui, c'est très bien. Non, je pense que c'est vraiment la situation actuelle du maximum pour pas c'est pas une question de vouloir occulter ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec tout ça, il faut bien le préciser. C'est vraiment, voilà, John va nous dire au maximum de ce qu'il peut dire actuellement sur le LF et sur le FA. Justement, cette première question sur le FA, c'est pourquoi est-ce que ça s'est créé ? Est-ce qu'il peut nous rappeler la genèse un peu de ce programme de l'European Football Alliance ? How did the idea of creating this association, the European Football Association, the EFA, how did this idea came about? Yes, I mean, so it was like a year and a half ago now. I think it was like April or May of 2024. You know, there's not very often
before that time, there wasn't very often that the owners of the teams really speak with each other. Like we're all kind of, focused on our own businesses and our own markets. And we realized we'd cross paths sometimes, but it turned out we were all having a lot of the same problems. So we started, a small group of us started meeting more and more regularly, and we started, becoming more organized essentially to share resources, information, best practices, stuff like that. And we realized it was, we were all having a lot of the same problems. So, that's kind of how it started, and it's kind of evolved over the past 18 months or more to kind of where we are today. On t'entend plus, mon Wake. Je m'étais mute, c'est vrai. Le F1, c'est quelque chose qui a été créé en avril, vers avril, à peu près il y a 1 an et demi, vers avril 2024. Déjà dans un souci de communication entre franchises, tout bêtement, parce que avant, les franchises ne communiquaient pas spécialement les unes entre les autres. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, chacune était concentrée sur son équipe. Tout le monde était concentré sur son équipe. Paris pensait à Paris, Vienne pensait à Vienne, etc. Et au bout d'un moment, ils se sont quand même mis autour de la table, ils ont discuté, et ils se sont rendus compte qu'ils rencontrent parfois les mêmes difficultés, ils ont les mêmes questions, ils ont les mêmes... ils ont le même quotidien, ils partagent beaucoup de questionnements au quotidien, et donc ils ont senti ce besoin d'échanger, et donc cette création de FA, c'est faite comme ça. Bon, Jules, tu avais une question. Ouais, après, tu vois, j'aurais peut-être voulu qu'il explique un peu plus l'étape actuelle, parce que ma question va peut-être paraître un peu floue sinon. Vas-y, pose une question sur l'étape actuelle. Ouais. So, John, if you can answer this question, the 11 teams from the EFA have made an official announcement about the goal to leave the ELF and not playing in ELF in 2026. So what is the schedule now for these 11 teams, and what is the, I don't know, what is the schedule for this 11 team now? Yeah, I mean, obviously there's a lot of things happening behind the scenes between the league and the EFA. A lot of things we can't talk about really publicly right now because they're kind of being sorted out. But I would, what I concentrate on is that we need to figure out ways to make pro football sustainable in Europe. And, there's a lot of things that the teams do, and we work on every day to make our own businesses sustainable locally. Whether it's sports sponsors with partners, stadium deal, merchandise, a lot of our revenue streams we control. But obviously, there's a lot when you step up to the league level. There's a lot more scale and market penetration and market size that helps everything stay afloat, essentially. That's the way the NFL works. That's the way a lot of larger leagues work, where central functions support a lot of the local level functions. I mean, not to reduce what we're doing to like a McDonald's franchise, but usually McDonald's corporate supports McDonald's franchises with marketing, with branding materials, a lot of other things. So there's a lot of things that I think we could be done better, and that's kind of what's happening behind the scenes right now, is us figuring out what's the best path forward for. I'm worried about Paris and the Musketeers, so I'm trying to figure out what's the best path forward for us. So that's kind of what we're figuring out. Oui, donc la question de Jus, c'était où on en était entre guillemets avec le FA en ce moment. Qu'est-ce que vont faire les 11 équipes, quoi, vu qu'ils ont annoncé officiellement qu'ils quittaient le LF, qu'ils joueraient pas dans le LF, qu'est-ce que vont être l'actualité pour ces 11 équipes, quoi. C'est ça. Donc John, voilà, il peut pas tout nous dire parce que y a des choses qui sont en train de se discuter au moment où l'on parle. Ce qu'il peut nous dire, c'est que bon, alors on va essayer de résumer la situation de manière plutôt claire et simple. Concrètement, le FA a, si vous voulez, chaque franchise gère son
ses revenus de façon personnelle. Donc, chaque entreprise, chaque franchise s'autogère et gère ses revenus au niveau local, entre guillemets. Voilà, on va dire ça. Et il y a aussi, il y a différents paliers. Alors, le niveau local, ça se passe par le sponsorship, par les sponsors, ça passe par le marketing, le merchandising, le marketing, etc. Mais tout ça au niveau local. OK ? Et il y a aussi différents niveaux. Et quand on est en ELF, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la ligue. Et ça qui est géré, pas par les équipes, mais qui est géré par la ligue. Et donc, tous ces revenus qui sont gérés par la ligue, voilà, ça, ce sont des choses. Il aimerait tous ces revenus, tout ça c'est centralisé. Hein, tout ce merchandising, le partenariat, etc. Tout ça, c'est centralisé à l'ELF. Et ce que les équipes UEFA aimeraient, c'est que tout ça, ça ruisselle au niveau local. Donc, tout ce qui se passe au niveau de la ligue doit aussi ruisseler au niveau local, un peu sur le modèle de ce que fait la NFL. La NFL, c'est exactement ça. On a les équipes qui s'occupent de leur marché. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Leurs marchés locaux. C'est un mot difficile. Ouais. C'est leurs marchés locaux. Et il y a aussi le marché au niveau de la ligue. Alors ça, c'est beaucoup plus. Ça, c'est au niveau fédéral, qui ensuite ruisselle au niveau des 32 équipes NFL. On aimerait en UEFA ce même fonctionnement au niveau de la Ligue européenne. Il a pris l'exemple de McDo. McDo, il y a les franchises, différentes franchises à McDo, de McDo plutôt. Mais la maison mère aide au niveau marketing, aide au niveau communication, aide au niveau partenariat, toutes ces différentes franchises, d'une façon ou d'une autre. Donc l'argent on salue Burger King et KFC également. Et ça, c'est pour l'Arcom. Et Nabab, et enfin bref. Et Chicken Mur, ces mecs. Five Guys, Popeyes, on salue toutes ces marques-là aussi. Hein. D'accord. Comme ça, c'est fait. Et en fait, la maison mère, les revenus qui sont générés par la maison mère, de par son économie qui, elle, est beaucoup plus large, ruisselle au niveau local. Je pourrais poser ma question après. Vas-y. La deuxième, so my second question was, has the EFA already started to looking for partnership and sponsor? Because you explained that all franchise, all team continue to work for themselves and search a new partnership and improve relation. But as the league level, does the EFA have to search partnership and sponsor right now? Like, I don't know, broadcast partner, or just a sponsor that's gonna make the league stronger to exist in 2026? Or this whole thing has not started at all for the moment? Yeah, I mean, I can't really talk about EFA activities right now. But if you can't, just it's okay. We ask him, but if you can't, no problem. Yeah. Okay. Sorry. If you can add something. If you have to add something, just to say. No, I was just saying, like, we're also, a lot of, as much as the EFA is, doing, the work that they're doing is very important. Where we, where we know our successes is in our ability to succeed in Paris and in France. And that's where we're spending a lot of our efforts and a lot of my efforts on making sure that the business is healthy, that our strategy for the off season is set. Obviously, the framework of that, who do we play against? When do we play? Those are operational functions that, I'm not going to say they're not sophisticated, but they're also, operational, where we need to, one of the big objectives of our business is to make sure that, we're growing and developing our team and our sport in our market. And that's really where a lot of my attention goes. Donc voilà, la question de Jules, c'était vraiment... Je peux traduire si tu veux. Oui, vas-y. Oui, ma question justement, c'était justement, il avait expliqué donc que chaque équipe travaille un peu pour sa paroisse en cherchant quand même si pour l'instant t'es pas encore dans la ligue officielle UEFA, mais tu continues à chercher des sponsors et des partnerships. Donc je demandais au niveau de la ligue, parce que le LF a des partenariats pour la diffusion, et même plein d'autres produits en fait. Donc est-ce que le FA cherche déjà justement aussi ses partenaires et tout? C'est aussi une autre forme de source de revenus. En fait, pour l'instant, ils disent il peut pas trop y répondre, mais ils disent en fait ça passe autant justement par chaque équipe s'occupe d'elle-même, et en fait avec le modèle qu'on sait que le FA va être,
toutes ces équipes en fait vont mieux vivre, être en bonne santé. Bon, il dit voilà l'équilibre économique, bonne santé de la team. Et si les équipes sont en bonne santé, bah en fait la ligue va prospérer, quoi. Et puis il ajoute aussi que du coup là, il peut pas vraiment pas s'étendre sur ce qui se passe. C'est vraiment qu'il ne peut pas, encore une fois. Oui, puis on va pas lui tirer les verres du nez, on a du respect pour ce qui se passe. Il en dit quand même un petit peu, là, quand même. Non, mais alors, ce qu'il dit surtout, c'est qu'il est focus à fond sur la rentabilité et la fiabilité du projet parisien. C'est son premier focus et son main focus. C'est vraiment Paris. En ce moment, c'est comment faire en sorte que la franchise parisienne soit prospère sur les années qui viennent. Pour l'instant, tout ce qui est discussion EFA, ELF, etc., voilà, il y a des choses qui se passent, mais il ne peut pas nous en parler. Ce qui est sûr, c'est que lui, tout ce que John et la franchise parisienne font, tout ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas en ce moment, c'est pour la prospérité de la franchise parisienne. Alors j'ai deux dernières questions. Moi, je ne sais pas si à la première, notamment si John pourra y répondre, mais on va quand même la tenter. Il y a eu l'information du Bild Sport, l'information allemande, disant que les Paris Musketeers faisaient partie des équipes encore sous contrat avec le LF. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait un contrat existant qui nous liait à l'ELF jusque fin 2026? Sans parler des conditions de rupture et tout ça, hein. Juste, est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. There was an article today, published today by Sports Bild in Germany, talking about the ELF, saying that there's 6 teams that are still under contract for the 2026 season, and that Paris is part of it, part of those teams that are still in contract with the ELF for next season. Do you confirm that? Guys, I really want to talk about this stuff. Unfortunately, this is not right. We're just not the right. It's just not the right time. There's a lot of stuff happening. It just I can't really go into a lot of the details of these things. So you can confirm or nor deny the publication of this article. I can confirm that there are franchise agreements that have varying lengths, some of which are expired, some of which are expiring, some of which are ongoing. I can't confirm whose or what and when and what's going on. So, and obviously there's also franchises that have folded they've changed ownership or rolled over. So there's a lot of nuance to this that unfortunately I can't speak very we understand the situation. Donc, en fait, il peut pas répondre à cette question, il peut pas confirmer ni nier les informations de l'article, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a des équipes qui ont des partenaires, des nouveaux propriétaires, des équipes qui ont disparu. Et puis donc il y a des partenariats ou des des sortes de partenariats qui ont expiré. Ouais, j'ai compris et je peux détailler parce que j'ai lu Bapin justement sur ça aujourd'hui. En fait, comme il dit, oui, c'est la longueur des contrats sont plus ou moins longues. Il y en a, ils sont déjà, comme tu dis, expirés. Il y en a, on imagine qu'ils traînent un peu sur 2026. Et il y en a qui ont, comme il dit, une folded, donc ils sont foutus. Et on imagine que c'est le cas pour Berlin parce qu'il y a déjà eu l'info comme quoi pour Berlin, ce sera un nouveau propriétaire. Et donc, si toi, les changements de propriétaire, pareil, c'est encore un autre sujet que les contrats. Et qu'en ELF, en 5 ans, il y a eu plusieurs propriétaires dans certaines franchises, Mercenaries et tout. Donc là, donc voilà, et en plus, ces changements de propriétaire, ça amène aussi donc des nuances et des nuances au contrat. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît, et donc c'est pour ça que John ne peut pas juste dire oui, non, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il y a des contrats qui sont en cours, il y a des contrats qui sont en train d'expirer, il y a des contrats qui sont un peu plus longs. Alors quand il dit un peu plus long, on ne sait pas vraiment de quelle durée il parle, mais des contrats qui sont un peu plus longs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a il y a des changements, il y a des équipes qui ont disparu, et les changements de propriétaires, ça amène encore une fois des nuances au niveau des petits astérix dans les contrats, parce qu'on sait que dans les contrats, il y a plein d'astérix. Et donc, tout ça, c'est des discussions qui sont en cours, donc on ne peut pas ni nier ni confirmer.
Parce qu'après, tu as surtout une histoire de droit, à mon avis, qui va aussi se poser comme question. Mais ça, on sait qu'il ne peut pas répondre. Hein, on ne va pas lui poser la question. Parce que tu as des termes du contrat qui n'ont sûrement pas dû être respectés. Et ça, c'est ce qui va faire. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi, à mon avis, en train d'en parler de ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il peut absolument rien dire par rapport à ça. Sinon, il vendrait la démarche. Peut-être qu'il y a une démarche en plus, comment dire, judiciaire, mais limite. Les deux parties ont des choses à dire. T'es mort. Ah oui, totalement. C'est juste alors là, c'est de l'hypothétique. Imaginons que le FA se lance, que le LF reste et demeure, parce que Zeljko Karadžića a bien précisé que pour lui, il y aurait une saison 2026 de LF. Donc imaginons qu'il y ait le FA en 2026, le LF en 2026. Est-ce que pour lui, justement, c'est viable qu'il y ait deux ligues en Europe qui coexistent? Now we're gonna speculate a little bit. If there were to be an EFA league, and we already know that Zeljko Karadžića told everybody that the ELF is going to continue on playing next year. Do you think that it is possible to have two professional football leagues in Europe? Well, I think that's I think that's the great thing about football and business, essentially, or free market, is that whoever puts the best product on the field, or whoever has the best experience and best whoever attracts the fans and wants people to come to is going to be the winner of whatever happens. So whether it can sustain it or not, I think the market will determine that. Oui, donc ce qui est bien, c'est que voilà, c'est le marché qui va décider, tout simplement. S'il y a deux ligues qui se font, c'est le marché qui va décider. Le meilleur produit qui sera présenté aux fans, ça sera celui qui va prospérer. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment une question de produit partagé aux fans qui fera la différence sur si d'aventure on a plusieurs ligues européennes de football américain à l'avenir. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Parce que moi, j'en ai une dernière, mais pour clôturer le truc. Vas-y. Non, je pense qu'il a fait le tour. La toute dernière, que ce soit en ELF ou en EFA, est-ce que Paris en 2026 sera champion? Of course. Oui, c'est la seule vraie question. Non, mais tu sais quoi? Ouais, qu'il est he understand. You understand the question from Flav? I think it's an exciting time right now, right? Anything can happen. It's exciting on the field and off the field. So it's we're all just. I would just say that I could speak strongly about what we're doing in Paris, and we're looking out for the best interest of pro football in France and pro football in Paris, and our team and our players and our organization, our community, our fans. We are determined and dedicated to putting on a high-level product in a high-level framework, and having a sustainable business that's going to be here for the foreseeable future. And we're going to do anything we can to make that happen. Donc, ce qui peut dire en tout cas, John, c'est que c'est vraiment on est vraiment dans une période très excitante, très intéressante, parce que justement ils sont en train de, en tout cas John et Paris sont en train de travailler pour faire en sorte que la franchise parisienne prospère et se développe, ainsi que le foot américain en France et en Europe. Donc c'est vraiment ce sur quoi ils sont vraiment focus en ce moment, c'est ce sur quoi ils travaillent. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire en sorte que cette franchise, ce nom Paris Musketeers, pour les fans et de la franchise, les employés et tous ceux qui travaillent autour de cette franchise soient vraiment pris en compte et de faire fonctionner cette entreprise et de la prospériser, de la faire prospérer plutôt à l'avenir. John, we had a Flav last question. Do you think that we are not do you think? Are we going to be champions next year? I mean, that's. No, c'était yes, la bonne réponse. I wouldn't do any of this. I wouldn't do any of this if it wasn't to win and to be the best. And I don't think any player or I don't think any player signs up to be a Paris Musketeer just to get a jersey. They want to win. I mean, there's no. Why else would we do this crazy thing if we didn't want to win?
I mean, Jack, this is one thing Jack said to me. He's like, are you going to have a competitive team? I was like, yeah, of course we're going to have a competitive team. We're here to be competitive. We were competitive last year. We were competitive this year, even though some games didn't go our way. And I think that's one thing that's really special about our team and our city is that we have passionate, smart, athletic, dedicated players. Same thing goes with our fans. I mean, in just a short amount of time, in 3 years, like the Red Company, our cheerleaders, like the community, you guys, the community we built in just a short amount of time, and that we're all members of. We're all doing this because you guys are doing this podcast and this stream because you're passionate about it, you care about it, and I feel the same way about American football in France and about the Musketeers. And we're doing everything that we know to do, and if we don't know how to do it, we go ask, or we bring in someone else who knows how to do it to make this business successful and make this team successful. So I mean, if we were not trying to win, then I would tell you, let's hang it up and call it a day. There would be no point. Évidemment, il fait pas tout ça pour enfiler des perles. C'est ça qu'il a dit. Il a dit ça. Il a dit ça en anglais, littéralement. Ah oui. Mais non, évidemment, il est là pour gagner. Ils sont là pour gagner. On fait pas. Il se lance pas dans un projet. Oui, qu'il a l'air désespéré par le niveau de la question, j'adore ça. Non, mais la réponse était excellente. Non, mais t'imagines le mec, il dit non, moi j'ai envie de perdre. Nous, chez les Saints, c'est ce qu'on dit. Ah, il a dit, oui. Il peut juste mettre un maillot, tu viens pour gagner des bagues. Non, mais plus sérieusement, oui, il veut gagner, ils ont ce projet pour gagner. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Jack Del Rio lui a posé une question, mais on va être compétitif, nous, ou pas, cette saison? Il dit, bien sûr qu'on va être compétitif, on n'est pas là pour... Bon, encore une fois, pour enfiler des perles. Donc non, ils font tout ça pour gagner. Et c'est vrai qu'en 3 ans, cette année, ils ont été compétitifs. On a été compétitifs. L'an dernier, on était compétitifs. Ça fait 3 ans que Paris est dans la ligue. Et en 3 ans, tout ce qui a été développé autour de cette franchise, il en est très fier. Quand on pense à ce que réalise la Red Company, alors anciennement le COP lors de la première année, mais la Red Company depuis l'an dernier, c'est autour de cette franchise, tout le cœur qu'ils mettent à mettre l'ambiance, à promouvoir, à parler de cette équipe, tous les joueurs qui donnent de leur corps, littéralement, de leur personne pour cette équipe, les gens qui y travaillent à la franchise, qui sont là pour faire évoluer le foot américain en France. John, et il parle aussi de TPO. On va aussi se lancer des fleurs. Le podcast qu'on fait, les streams qu'on fait, toute la communication la communication qu'on fait autour de Paris, les articles, que ce soit Julien avec les posts, que ce soit Nathieu, que ce soit Gaël, que ce soit moi, tout ce qu'on fait, tout l'intérêt qu'on porte à cette franchise et au foot américain en France, tout ça, c'est tout ce qui s'est fait en si peu de temps. Ça serait récompensé aussi par une bague un jour ou l'autre, et il espère le plus vite possible. Et on ne fait pas tout ça, encore une fois, juste pour s'amuser. Les joueurs, ils ne sont pas là juste pour mettre un maillot de foot américain. Sinon, ils peuvent aller n'importe où faire ça. Moi, j'en achète un. Si je m'achète un maillot des Patriots et dis je suis un joueur des Patriots. Non, c'est pas ça. Les mecs, ils sont pas là ils sont pas là pour être là. Ils sont là parce qu'ils ont envie de gagner. Et tout le monde est motivé et a un but commun dans la franchise. C'est d'amener cette équipe vers un titre et ce le plus vite possible. Voilà, I would take that. I mean, did you guys watch or see highlights? I know it was probably really late in France, but of the Bills-Ravens game in week 1. Oh yeah, it was awesome. One of the best game of the last year. I know, and then I look at the way I watched that game and I'm just a fan watching that game and how excited I was to watch that game, and then I think about that Vienna game and I think about that Galaxy game, and I'm like, the win against the Rheinfire, because finally beat the Rheinfire this year was something special. Now we finally need to beat Vienna. It's the new target, Vienna. Vienna located. But the quality of the game and how the teams leave it all out there on the field, that's the same thing when I watch that Ravens-Bills games. I'm like, this is this, yes, that's the NFL, and maybe we're not the NFL, but the entertainment value and
and the passion behind the game. I mean, this is why we all love it, and that's what gets me excited about like this. We're doing the same thing. It's like, you know, that game, that Vienna game was basically the Bills-Ravens game. You know what I mean? Yes. Donc c'est vrai qu'il compare en plus le match de Vienne face à Vienne en tout cas au match de Bills-Ravens qu'on a eu en début de saison là, dans la première semaine. Jalen Henderson et Lamar Jackson, c'est comparable. C'est vrai. Jalen is our Lamar. Mais en tout cas, ouais, il voit déjà le scénario de ce match incroyable entre les Ravens et les Bills. Tout l'entertainment qu'il y a autour de ce match et toute la belle publicité que ça fait tout simplement pour le sport d'avoir. Alors bien évidemment, c'est au niveau NFL, hein, on est la LF et c'est pas la NFL, mais il se dit que tout ce qu'il a, il a adoré regarder ce match en tant que fan et je pense, et même si moi qui déteste les Bills de toute mon âme, j'ai aimé regarder ce match et tous les fans de foot américains ont aimé regarder ce match. Pourquoi ? Parce que c'est un match à suspense qui nous a tenus en haleine jusqu'à la... En Josh, j'ai vraiment pas fait exprès. Il nous a tenus en haleine parce que je suis pas Flavin. Il nous a tenus en haleine jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait face à Vienne. On a eu un match qui ressemblait beaucoup et ils ont créé ce genre d'atmosphère, d'émotion et d'entertainment autour du match face à Vienne. C'est vraiment la même chose qui a été faite en NFL. Alors à un autre niveau bien sûr, mais c'est qu'on cherche à faire en ELF ou peut-être dans une autre ligue, c'est de créer ce genre de moment. Tu vois, c'est ce qui fédère au foot américain, c'est ce genre de match, ce genre d'émotion qu'on partage dans un match serré qui se joue à la dernière seconde. En parlant du match de Vienne, et ça, dis-le peut-être à John, parce qu'à mon avis, il ne le sait pas. Moi, le jour du match de Vienne, je vous l'ai raconté, j'étais au Palais Omnisport de Paris-Bercy, enfin à l'Accor Arena, maintenant ça s'appelle, pour le match entre la France et l'Espagne en basket. Et j'ai au moins 20 à 25 personnes qui m'ont demandé le score des Paris Musketeers dans les travées de l'Accor Arena, signe que les gens savaient qu'il y avait un match décisif pour les Mousquetaires à ce moment-là. Quick story. Flav was at France against Spain, a basketball game at the Accor Hotel Arena in Paris during the Vienna game. So he was not able to see the game, but at the game that he was watching, the basketball game, at least 20-25 people asked him about the score of Paris against Vienna. That tells you, that speaks volumes to how much people are interested and are getting interested in what's going on in Paris. T'avais le maillot de Mamadou Sy, non? Oui. He has the Mamadou Sy jersey at the basketball game. Je fais de la pub partout, moi. So people, basically what we're saying is that we are, people are in France, I mean, people, fan of sports and American sports are getting more and more involved in what Paris is doing. Yeah, I mean Paris basketball, that's another partner that we're planning on doing stuff with more over the coming season. We did an activation with them early in May at a game, and they've been a great partner, and they're a great example of how a sport that can grow and become a great a standard in Paris. So we're excited to work with them. But yeah, that's a great story. Yeah, il trouve que l'histoire est sympa et en plus l'équipe de Paris Basket est un partenaire des Mousquetaires. Donc c'est vraiment un exemple pour les Mousquetaires de comment établir un nouveau standard à Paris et dans le sport. C'est ce que fait le basket et ils s'en inspirent. D'ailleurs, ils ont fait une petite apparition, une petite apparition je crois que c'était au mois de mai, avril-mai, exactement, pour un match du Paris Basket. Donc voilà, c'est vraiment un partenariat qu'ils vont aussi chercher à développer dans le futur.
Et le plus drôle dans ces 25 personnes, c'est que personne ne m'a reconnu, et ça, je ne leur en veux pas, mais je les salue bien bas. Vous saurez maintenant qui vous a renseigné sur le score ce soir-là, parce que vous écouterez le podcast et vous direz « Ah, mais c'était lui », et oui, c'était moi. Juste un dernier mot pour John, pour lui dire déjà qu'il vienne nous revoir quand l'EFA sera peut-être créé, quand on pourra parler du stade, on se donne rendez-vous voilà, quand tout sera réglé. Posez 100 questions. Yeah, last thing, you are welcome back anytime you have more information on what's going on with this feud against EFA, ELF, and maybe more information about the Paris Musketeers, the stadium, or any other things that you want to share with us. You're welcome, as you know. No, thanks for having me, guys. And like I said, it's it's exciting time to be where we are right now. I'm sure there's going to be a lot of news and information, and we need to do. I remember last season or the first time we talked, you were saying, "Oh, we need to improve our communication," and you're right, we do. And I think you guys are doing a great job helping us do that. And again, I'm glad to come back when we can have more to talk about, because there definitely will be more to talk about soon. Donc voilà, bien sûr, il est content déjà il nous remercie de ce qu'on fait, et il reviendra avec plaisir quand il aura plus de choses quand il pourra en dire plus, tout simplement. Encore une fois, on est dans une période charnière, tout simplement, pour l'américain en France et en Europe. Donc dès qu'il en saura un peu plus, il reviendra, mais il y aura des nouvelles il y aura des nouvelles bientôt. On sera informé très bientôt de la suite des événements. Et puis bien sûr, alors il nous remercie parce que on avait dit en début de saison que la communication avait besoin d'être améliorée, et que nous, en fait, quand je dis nous, TPO, l'équipe du podcast et TPO et tous ceux qui parlent de Paris ont aidé à améliorer cette communication, et c'est un truc qu'ils vont encore essayer d'améliorer la saison prochaine. Mais il sera très content de revenir dès qu'il en saura un peu plus, et il sera très content de nous partager ce qu'il sait. Et si vous voulez des infos sur tout ce qui est UEFA, tout ce qui est ELF, tout ce qui, parce qu'on va pas pouvoir inviter John à chaque fois qu'il y a une info, vous vous doutez bien qu'il a un emploi du temps, il a autre chose à faire quand même. Donc, si vous voulez toutes les infos, vous suivez bien évidemment le compte X de Jus, Spring Football News, qui très régulièrement va remettre les infos à jour. Jus, il est sur tous les fronts, il lit toutes les franchises, vous inquiétez pas. Les infos pour répondre aux gens, je sais que les gens ont beaucoup de questions, moi je m'informe, voilà, je réponds aux questions, et voilà, je pense que le podcast d'aujourd'hui va aider aussi pas mal à ça. Quoi. Donc vous savez, vous pouvez suivre Jus, il y a Yawai qui va faire ses petites vidéos dès qu'il y a une info à développer, ce sera aussi sur tous les réseaux sociaux. Nous sur The Playoff, généralement sur le mouvement, comme d'habitude, de toute façon, on fait ça généralement en collaboration. Il y a les tweets de Jus qui sont à l'intérieur des articles, il y a les vidéos de Wake quand on peut, enfin bref, on essaye de faire tout ça en collaboration. Voilà, tous ensemble, on va réussir à trouver les infos qu'il faut, et on remercie une nouvelle fois grandement John d'avoir été avec nous, et en général toute l'organisation des Paris Musketeers pendant cette saison 2025. Bien évidemment, s'il y a des nouvelles infos, on fera un podcast spécial. Allez, loulou, c'est pas grave. On est là, même en off-season, on est là. De toute façon, il n'y a pas de problème. Un grand merci à tous. John, you've got which jersey behind you? You've got two jerseys. Je sais pas. Il m'a ruiné. Nice. It's the jersey from the embassy, non? Alors, non, mais attendez les gars, il faut vous rappeler qu'on n'est pas en live. Attends, il dit qui a signé. The Saints jersey from the embassy. Oh, good. Looking great. Demario Davis jersey, and then. Donc il a un maillot de Demario Davis signé. Aussi, je voulais voir, c'était ça. Paris Musketeers. Oh, c'est Tyreek Hill. Tyreek Hill. C'est Tyreek camp. It's from last year. Quand il a fait son camp. Ah oui, et un maillot de Tyreek Hill, qu'il a reçu en cadeau, parce que Tyreek Hill, c'est vrai qu'il est venu l'an dernier faire un petit camp d'entraînement, et donc il a ce maillot de Tyreek Hill signé, et donc le maillot de Demario Davis
joueur des Saints. Alors, il n'y a pas le nom floqué de Mario Davis, il y a le floqué Paris Musketeer. Enfin, il y a floqué Musketeer sur le maillot, mais c'est signé par le capitaine de la défense des Saints, de Mario Davis. L'excellent inside linebacker. Voilà, tout à fait. Encore un grand merci à vous tous, Jules, Wake, Steph, merci à John, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à John. On se retrouve très très vite sur The Playoff pour de nouvelles aventures. La NFL mardi, la NFL jeudi, la NCAA mercredi, bref. Il y aura encore du foot américain toute la semaine prochaine. Très bon week-end de NFL à tous, et on se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Bye bye. Bye. Bye.